Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Pascal Hérault de l'Opinion et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, le Togo, où les villes de Lomé et de Sokodé ont connu 3 jours de manifestations pacifiques. Après 3 mois de crise politique, pour faire baisser la tension, le pouvoir envisage de libérer 42 manifestants et d'organiser un dialogue. Reste à trouver un médiateur approuvé par les 2 camps. RDC, où la CENI vient de publier le calendrier électoral, exit l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait une élection fin décembre 2017. C'est le 23 décembre 2018 que les Congolais devraient élire le successeur de Joseph Kabila. Et pour finir, le Libéria, où le second tour de la présidentielle est conditionné par la décision de la Cour suprême suite à la plainte pour fraude déposée par le candidat arrivé en 3e position, Charles Brumskin. Au Togo, les manifestations se poursuivent, mais cette fois dans le calme. Depuis 3 mois, l'opposition occupe la rue pour réclamer des réformes constitutionnelles et le départ de Faure Gnassingbé. Le reportage de Frédéric Schneider. Sokodé, le cœur de la protestation. Tôt le matin, les manifestants sortent, mais ils n'iront pas loin. Selon plusieurs témoignages, des éléments du corps d'élite de l'armée, en treillis noirs et cagoules, ont pourchassé et tabassé des manifestants. À Lomé, la capitale, même colère. Mais ici, les forces de sécurité ne chargent pas, la foule ne gronde pas moins. Malgré tout, la marche se déroule dans le calme. Le mot d'ordre est toujours le même. Le Togo, c'est pas un royaume. 50 ans de pouvoir, ça suffit. On ne veut plus être pouvoir. Mon fils peut être pouvoir. Moi-même, je peux être président. Donc, je suis sorti. Si je vais mourir pour mon pays. Je me bats pour mon nation. Je sors mes vides. Sans armes. 50 ans de pouvoir, ça suffit. Le président Faure Gnassingbé a tenté de calmer l'opposition en annonçant une série de mesures. Le pouvoir promet la libération de 42 manifestants et un dialogue avec l'ensemble de la classe politique. On a déjà traversé 25 dialogues. Qui doit avoir dialogue? Oui, ça va être celui-là qui va porter sur comment libérer définitivement notre pays du joug de la dictature cinquantenaire. Mais toute l'opposition ne semble pas du même avis. Les partisans de Jean-Pierre Fabre, chef officiel de l'opposition, sont sur une ligne moins radicale. Ils se disent à nouveau ouverts au dialogue. Jean-Baptiste Placa, avec la libération prochaine de 42 manifestants et la proposition d'un dialogue, le gouvernement joue la carte de l'apaisement, mais s'achemine-t-on vers une fin de crise? Non, d'abord, je ne sais pas en quoi libérer des gens qu'on a emprisonnés de manière injuste est une concession de quelque nature que ce soit. La vérité est que la violence continue et les milices continuent d'agir dans ce pays, même si le pouvoir veut donner l'apparence d'une, comment dit-on, d'une approche plus posée des choses. Le problème de fond demeure le même. Quelqu'un a parlé de dictature cinquantenaire. Comment est-ce qu'on en finit? Et le problème, c'est que Faure Gnassingbé ne veut pas partir. Il ne partira pas de lui-même. Et voilà, quels que soient les dialogues proposés, il y a toujours un piège et il faut que les uns et les autres soient vigilants. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle propension à vouloir, comment dire, tricher, piéger les autres parce qu'on ne veut pas franchement les mêmes choses pour le pays. On veut rester au pouvoir et quand on veut rester au pouvoir, en dépit de tout ce que ressent la population, il y a toujours ce genre de comportement. Et on ne parle pas suffisamment de tout ce qu'il y a comme violation des droits de l'homme
en sous-main, dirons-nous, de tout cela. Et si ça continue, ça risque de constituer un dossier aussi pour la Cour pénale internationale. Lumaglar Kemayou, il y a quand même une nouvelle donne, c'est qu'au sein du clan Yadema, certains appellent Faure Gnassingbé à clarifier sa position. Je crois que tout le monde a besoin que le président Faure Gnassingbé exprime une position très claire par rapport à ce que sera la suite de la vie politique. Est-ce qu'il sera candidat en 2020? Est-ce qu'il ne le sera pas? Est-ce qu'on va devoir subir la dynastie des Gnassingbé pendant toute cette période-là? Je pense que c'est déjà dans son camp que la question se pose avec acuité, mais par-dessus tout, je crois que nous sommes dans un pays où les rivalités dynastiques ont atteint leur summum, même si ça a un peu baissé avec Gilles Christ Olympio qui a rejoint la majorité, où cette dynastie-là, cette lutte dynastique reste très prégnante. Et l'opposition, visiblement, ne tire pas toutes les leçons du passé. La Constitution de 1992, dont on demande l'application aujourd'hui, elle n'a pas pu être appliquée parce que l'opposition n'avait pas été suffisamment conséquente dans ses demandes non plus. C'est-à-dire qu'il fallait désigner un Premier ministre, il fallait ensuite aller aux élections législatives. Elle a laissé un boulevard devant le président Faure qui lui a permis, au président Gnassingbé, qui lui a permis de gagner les élections et donc de remodifier la Constitution derrière. Après, il y a eu le président Faure qui a aussi engagé un dialogue avec l'opposition, mais il s'en est tiré avec les mêmes recettes. C'est-à-dire que l'opposition a fait un blocus et quand on fait la politique de la chaise vide, généralement, c'est en sa propre défaveur. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une crise qui semble sans issue, mais les Togolais sont fatigués, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Et malheureusement, dans les deux camps, on est dans un dialogue de sourds. Il est temps qu'on engage un vrai dialogue entre la classe politique dirigeante actuelle et l'opposition également. Alors Pascal Hérault, dans le camp de l'opposition, qui aujourd'hui incarne l'opposition? Est-ce Jean-Pierre Fabre ou Tikpi Achadam? C'est Tikpi Achadam qui a réveillé l'opposition. L'opposition était plus ou moins endormie ces derniers temps. Et puis ce leader a surgi, il donne le tempo, c'est lui qui a imposé les premières manifestations. L'opposition a essayé de récupérer le mouvement, elle n'a pas réussi, c'est toujours lui qui donne les mots d'ordre. Il est très ferme, retour à la Constitution de 92, les 2 mandats et départ du président. Et c'est là-dessus que le pouvoir joue. Il va jouer sur les divisions au sein de l'opposition, entre Jean-Pierre Fabre notamment, on en a parlé, qui serait peut-être plus enclin à aller au dialogue. Lui, il a son poste de chef de file, et puis l'opposition, et puis le pouvoir est très intelligent aussi. Quand il dit, voilà, moi je suis prêt à remettre en cause les 2 mandats, mais il faut mettre aussi une limitation au mandat des députés. Il joue avec l'opposition, il gagne du temps, et en l'absence d'une plateforme commune avec des revendications très claires et des gens qui sont sur une même ligne, c'est le pouvoir qui risque de gagner le bras de fer. D'autant plus que les leaders régionaux ne lui imposent pas une pression très forte. La communauté internationale est plutôt passive sur ce dossier. Il y a d'autres chats à fouetter en Syrie, en Irak. Donc il est maître du jeu pour le moment encore. Et la France ne se prononcera pas. Parce que visiblement, Emmanuel Macron ne veut pas être taxé de poursuivre une politique de la France-Afrique dont il ne veut pas. Même si Tikpi Achadam a demandé... fait appel à Emmanuel Macron, oui. Ce qui, de mon point de vue, est une méprise pour toutes ces personnes qui descendent dans la rue pour soutenir à la fois son discours et ses actions politiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Togolais, les leaders togolais, parce que du côté de la population, je crois que les choses sont suffisamment claires, les dirigeants togolais devraient faire preuve d'un peu plus de maturité. On n'est plus dans la guerre froide. Il n'y a plus à appeler au secours Washington, Paris ou n'importe quelle autre grande capitale internationale. Il faut aujourd'hui que les leaders arrivent à trouver un modus operandi qui permette de sortir de la crise. On ne peut pas rester dans une crise pendant 50 ans où les guerres dynastiques ont fait qu'à un moment, les gens voulaient régler leurs comptes politiquement, puis leurs enfants ont pris le relais et leurs petits-enfants le feront dans quelques années, après eux. Jean-Baptiste Placard, on n'a pas beaucoup entendu l'Union africaine sur la crise togolaise. Oui. Est-ce qu'on entend souvent l'Union africaine? Bon, il y a un président en exercice qui essaie de jouer les médiateurs à sa manière. Le problème, c'est que ces gens n'ont jamais le courage de dire à leur père les vérités que ceux-ci doivent entendre si on veut éviter les crises. En réalité,
l'Afrique de l'Ouest est une zone en dehors de la menace djihadiste, est une zone relativement calme. Et si le Togo basculait dans la violence, ça créerait des situations assez difficiles pour l'économie et du Ghana et du Burkina et du Bénin, et peut-être même au-delà. Donc, les dirigeants africains ont intérêt à dire à Faure Gnassingbé, bon, d'abord, nous sommes ensemble, il faut que nous nous ressemblions. Et vous êtes une singularité dans cette Afrique-là, ça ne peut pas continuer. C'est cela le message qu'on attend de l'Union africaine et qui ne vient pas. Et qui ne vient pas, malheureusement. En RDC, existe l'accord de la Saint-Sylvestre qui accordait à Joseph Kabila 1 an de plus après la fin officielle de son second et dernier quinquennat. Le calendrier arrêté par la CENI fixe désormais la date des différents scrutins présidentiels, provinciaux et législatifs au 23 décembre 2018. Le reportage d'Emmanuel Godard. Le dimanche 23 décembre 2018, en un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial. Une date comme un compromis entre ce qui avait été décidé lors des accords de la Saint-Sylvestre, des élections avant décembre 2017, et la dernière annonce de la CENI qui disait ne pas pouvoir être prête avant avril 2019. Mais avec une telle date, le président Joseph Kabila se maintiendra au pouvoir jusqu'en janvier 2019, alors que son mandat a expiré le 20 décembre 2016. Inacceptable pour l'opposition. Nous voulons avoir une transition sans M. Joseph Kabila. Je ne vois pas pourquoi on doit perdre notre temps sur une histoire qui n'a pas d'avenir. Même son de cloche du côté de la société civile, qui ne comprend pas que la CENI prenne cette décision sans avoir consulté tous les acteurs concernés. La publication de ce calendrier par la CENI est un mélange de la provocation, un déni de la réalité politique de la République, mais en même temps un défi lancé à la démocratie. La République démocratique du Congo n'a pas connu d'alternance pacifique depuis son indépendance en juin 1960. La Lucha a d'ores et déjà appelé à la désobéissance civile et à des manifestations partout dans le pays. Lumagor Komayou, l'opposition congolaise avait espéré que la venue à Kinshasa de Nikale, la représentante de Washington à l'ONU, puisse contraindre Joseph Kabila à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Il n'en a rien été. C'est donc un soutien inespéré pour Joseph Kabila. Un soutien à minima, parce que c'est vrai qu'on est passé quand même de 504 jours pour organiser l'élection à un peu moins après le passage de Nikale. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant son passage a été obtenu en fin de compte. Donc je pense que sa visite n'a pas été totalement inutile. Je ne sais pas quel argument elle a mis dans la balance pour faire réduire le délai de 504 jours. Mais une chose est certaine, c'est que là on a l'impression que ça pourrait finalement être tenu. Les délais restent un peu longs, mais c'est déjà une semi-victoire de pouvoir obtenir. C'est une rallonge de plus d'1 an pour Joseph Kabila, Pascal Hérault. Il joue depuis le départ la stratégie du glissement. On se rappelle qu'il avait organisé des concertations nationales, ce qui lui avait permis de mettre un gouvernement d'union nationale, enfin de cohésion sociale. Après, il y a eu le dialogue avec l'Union africaine par l'intermédiaire de l'ancien Premier ministre Edem Kodjo. Et puis après, il y a eu le dialogue avec l'Église catholique, la Senko. Et on est toujours dans le même schéma. Alors là, les États-Unis sont venus signifier la fin de la récréation, parce que c'est encore une grande puissance qui peut quand même agir dans la région et dire ce serait bien de tenir ces élections. Il est en train d'essayer de jouer sur les délais. Je ne sais pas si l'effort américain sera suffisant. Il y a des partenaires régionaux comme l'Angola, peut-être l'Afrique du Sud, qui pourraient lui faire entendre raison. Y ont-ils intérêt? L'Afrique du Sud est loin. C'est autre chose. Mais non, l'Afrique du Sud est empêtrée dans d'autres problèmes actuellement. Donc, et l'Angola a son problème de succession à gérer. Donc. Et puis, c'est des élections très difficiles à organiser dans ce pays. Ce pays est tellement vaste, là, actuellement, avec les rébellions qui surgissent. Il y a plusieurs niveaux d'élections à organiser. Ce sera très difficile à mettre en place. Joseph Kabila va jouer sur le pourrissement, je pense, dans les prochains mois. Et je pense qu'il y aura encore des retards.
Jean-Baptiste Placal, l'opposition et la société civile parlent d'une transition. Est-ce possible? Je ne sais pas si c'est possible, mais ce qui est déconcertant, c'est que le pouvoir de Joseph Kabila s'évertue à vouloir en permanence tricher, grappiller quelques mois, quelques années de plus, au lieu de dire franchement qu'il voulait un troisième mandat. Comme il ne pouvait pas le faire, il met en place toutes sortes de stratagèmes pour prolonger sa présence au pouvoir. Mais c'est-à-dire, on est au pouvoir pour régler les problèmes d'un peuple. Et les problèmes du peuple congolais ne sont pas réglés par celui-là. On a le sentiment qu'on est retombé dans l'ère Mobutu, des gens qui sont là pour eux-mêmes et qui essayent de s'imposer par toute forme d'abus. C'est assez triste le destin de ce peuple. Les élections difficiles à organiser, oui, bon. Mais quand on veut organiser les élections, on commence à les préparer le jour où on entre en fonction. Et on n'attend pas la veille de la fin de son mandat pour commencer à sortir ce genre d'arguments. Et en permanence, ils exigent d'être respectés. Mais pour être respecté, il faut se respecter soi-même et être respectable et respecter son peuple. Le peuple congolais n'est pas respecté par ces gens, pas plus qu'il ne l'était sous Mobutu. Et c'est vraiment triste parce que voilà, on dit ce pays est riche potentiellement et la richesse est une affaire de pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de la mangeoire sont effectivement, comment dit-on, profitent de cette richesse. Le peuple congolais est dans la souffrance et les gens meurent et les trains déraillent en permanence. Toutes sortes de problèmes qui ne sont pas réglés par ceux qui sont au pouvoir. On est au pouvoir pour régler les problèmes d'un peuple. Magloire Kemayou, quelle est la marge de l'opposition aujourd'hui? Elle est malheureusement très faible. C'est-à-dire que ce que nous disions sur le Togo concernant le fait que la classe politique a presque démissionné et que c'est la population qui prend le relais en ayant des exigences raisonnables, se retrouve également en RD Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une tendance à la radicalisation, à la surenchère, qui fait que finalement, les vrais enjeux sont mis au placard. Et l'on est dans un jeu où on essaie de montrer que on ira au plus radical, à celui qui en dira le plus et qui en appellera le plus à la communauté internationale. On a vu tout à l'heure dans le sujet la lucha. Aujourd'hui, les organisations de la société civile sont presque les seules à tenir un discours en cohérence avec les réalités, les souffrances et les a priori dont souffrent aujourd'hui les Congolais. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas un dirigeant congolais de l'opposition ou de la majorité tenir compte de ces souffrances qui ne sont pas imaginaires, qui sont réelles? C'est ça qui est inquiétant. Pascal Hérault, il y a une autre question qui se pose, c'est celle du financement de ce scrutin. 523 millions de dollars que devront réunir l'État et ses partenaires. Les Congolais ont créé des scrutins inorganisables. Il y a 7 niveaux d'élections organisées dans ce pays. Il y a un droit belge, il y a un droit français qui se superposent. C'est un vrai casse-tête. On n'a jamais voulu simplifier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bulletin de vote à la députation à Kinshasa. Le dernier que j'ai eu entre les mains, il faisait 52 pages, avec, je ne me rappelle plus le nombre de candidats. Vous voyez, tout ça, c'est des coûts électoraux, c'est des gens qui gagnent de l'argent. La vérité, c'est qu'on ne peut pas organiser ces élections. On complexifie au maximum les choses pour ne pas aller aux élections. Et c'est vrai que depuis le début du mandat, Joseph Kabila n'a jamais budgétisé les élections. Les premières élections pluralistes avaient été entièrement financées par la communauté internationale. Au bout d'un moment, a dit non. Stop, nous on ne finance pas un scrutin qui va être une pantalonnade. Et donc on est dans ce jeu où la communauté internationale veut plus financer, mais finalement va financer parce qu'il faut qu'on arrive
à une issue, et puis un pouvoir qui joue avec tout le monde, avec tous les acteurs, l'opposition qu'elle divise, parce que l'opposition est aussi divisée. Et on a vu les différents leaders, comme Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe. Si demain on les appelle, ou Moïse Katumbi, ils ont joué aussi avec le pouvoir. Et si demain on leur propose des choses intéressantes, ils sont capables de rallier le clan Kabila. On passe au Libéria, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec 38,9% des suffrages. George Weah, avant de fêter sa victoire, devra attendre la décision de la Cour suprême. Il doit se prononcer sur les irrégularités dénoncées par Joseph Boakai et Charles Brumskin. Le reportage de Frédéric Schneider. Elle tente de calmer le jeu. Après 12 ans à la tête du pays, Ellen Johnson Sirleaf s'apprête à passer la main dans la confusion. La présidente a rencontré des responsables de la Commission électorale nationale à son domicile avant le premier tour. Une rencontre vivement critiquée. À présent, notre démocratie est attaquée. La réputation de notre pays est attaquée. Notre économie est sous pression. Nous, responsables politiques, devons faire mieux que ça. Son vice-président, Joseph Boakai, arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle, et Charles Brumskin, troisième, accuse Sirleaf d'interférer dans le processus électoral. À 78 ans, la première présidente du Libéria et d'Afrique s'enorgueillit d'avoir sorti le pays de la guerre civile. Elle ne veut pas ternir ce bilan à l'heure de sa succession. De son côté, George Weah, favori du scrutin, candidat du Congrès pour le changement démocratique, joue la carte de l'apaisement. Le Libéria est ce que nous avons. Vous avez été calme, je dois vous remercier. Depuis l'interruption de l'élection juste avant le deuxième tour, l'incertitude électorale excite les ambitions. 4 candidats, dont Joseph Boakai, ont décidé de s'unir contre la candidature de George Weah. Ils dénoncent des irrégularités. Les Libériens, suspendus au processus électoral, sont dans l'attente de la première alternance démocratique à la tête du Libéria depuis près de 30 ans. Jean-Baptiste Plaka, c'est la première fois qu'on entend un vice-président sortant dénoncer des irrégularités dans un scrutin. À quoi joue Ellen Johnson Sirleaf? Non, elle ne joue à rien. La vérité est que certaines personnes veulent empêcher George Weah de devenir président dans ce pays. Et déjà, la première élection de Mme Sirleaf était problématique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on a volé sa victoire à George Weah. Il ne faut pas que cela se reproduise. Si le peuple choisit quelqu'un, il faut lui céder le pouvoir. Et il faut qu'on passe aux élections, au second tour des élections. Même la Cour suprême qui intervient juste à la veille du second tour pour tout suspendre, sine die. Une jurisprudence kenyane, Pascal Hérault? Oui, une jurisprudence kenyane. On ne sait pas encore ce que va faire la Cour suprême. Elle peut aller jusqu'à invalider les résultats du premier tour. Et qui peuvent être reportés de 2 mois. Hein. Voilà. L'équation est simple. George Weah est en tête. Il a 38% des voix. Il y a à peu près 8 ou 9% de ralliement des voix de Prince Johnson. Il arrive à 47 ou plus. On lui a retiré 50 000 voix, il ne faut pas oublier, lors du premier tour. Il est très proche de la victoire. Joseph Boakai n'a aucun intérêt à aller rapidement aux élections. Donc il joue avec Charles Brumskin, l'avocat. Il espère aussi le ralliement d'Alexander Cummings. Et il a besoin de temps. Parce qu'il y a aussi une question d'argent dans ces élections. Plus ça va durer, plus ça va être difficile pour George Weah de maintenir ses troupes, alors que lui est encore au pouvoir. Il vient de passer, il vient de faire 12 ans comme vice-président. Il n'a qu'un intérêt, il veut rempiler. Et pour Ellen Johnson Sirleaf, elle a plutôt intérêt, je crois, à continuer à soutenir discrètement George Weah, bien qu'elle ne puisse pas l'afficher officiellement, parce que je pense que George Weah lui laissera une place dans le Libéria de demain. S'il arrive au pouvoir, il nous l'avait dit en interview, nous, à l'Opinion, il lui laissera une place comme ambassadrice, comme personne ressource sur un certain nombre de sujets dans lesquels elle pourrait intervenir. Un dernier commentaire, lui, Magloire Camaillot, avant de conclure.
Une chose est certaine, c'est que le vice-président n'a pas une attitude très loyale vis-à-vis de la présidente. Et c'est ce qu'elle lui fait payer aujourd'hui. Il a eu une attitude très critique par rapport à son bilan et Mme Sirleaf ne l'a pas oublié. Donc, c'est un peu le jeu entre Chirac et Valéry Giscard d'Estaing dans les années 81 qui est en train de se jouer là. Et une chose est certaine également, c'est que si à la fin de l'élection, George Weah ne l'emportait pas, avec le souvenir des 2 premières élections où il a eu l'impression d'avoir été floué, je ne suis pas certain que le pays restera calme. Donc cet enjeu-là est également très important. Ça sera le mot de la fin, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Jean-Baptiste Placa. Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Pascal Hérault de l'Opinion. Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine.